Le trou dans la couche d'ozone qui protège la Terre des rayons UV est bien en train de se refermer et devrait même se reconstituer aux alentours de 2050, selon l'Organisation météorologique mondiale de l'ONU. C'est une réussite climatique hors norme à l'échelle mondiale. Mais alors que s'est-il passé? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien, c'est le sujet à la une de ces actus du jour et c'est enfin une bonne nouvelle. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est exactement la couche d'ozone? Eh bien c'est une partie de l'atmosphère qui est située entre 20 et 50 km d'altitude dans ce qu'on appelle la stratosphère. À cet endroit, la concentration en ozone est très élevée. Alors je vais pas vous faire un cours de physique-chimie, je vous rassure, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'ozone, c'est un gaz naturel qui sert de bouclier à notre planète contre les rayons ultraviolets nocifs du soleil. Sans la couche d'ozone pour nous protéger, les effets nocifs des rayons UV seraient beaucoup plus importants. Chez les êtres humains, ça se traduirait notamment par une augmentation significative des cancers de la peau. Une surexposition aux UV pourrait aussi conduire à une diminution de la croissance des plantes et à une baisse de la productivité agricole. Le truc, c'est que dans les années 70, les scientifiques ont justement commencé à alerter sur la dégradation de cette couche d'ozone et dans les années 80, ils y ont finalement découvert un trou au nord du globe qui est aussi grand que l'Antarctique. D'ailleurs, on parle de trou, mais il faut savoir que c'est surtout une image. En réalité, il ne s'agit pas d'une absence totale d'ozone en Antarctique, mais d'une diminution très importante de la concentration d'ozone dans la région. Et ce trou se forme donc chaque année entre juillet et septembre avant de se refermer en novembre. S'il se forme en particulier à cette période, c'est notamment à cause des conditions très froides de l'hiver polaire qui favorisent la destruction de l'ozone à cause d'un composé chimique bien précis. Mais alors, qu'est-ce qui est responsable de ce trou dans la couche d'ozone? Les molécules responsables de ce trou sont notamment appelées les chlorofluorocarbures, qu'on appelle aussi CFC, et qui étaient à l'époque largement utilisés sous forme de gaz dans les réfrigérateurs, les climatiseurs ou encore les aérosols par exemple. Et en montant jusqu'à la stratosphère, ces CFC détruisaient en très grande quantité les molécules d'ozone. Suite à cette découverte, un accord international historique, le protocole de Montréal, a été adopté en 1987. Son objectif, c'est justement de protéger la couche d'ozone en interdisant donc les substances comme les CFC. Ce protocole a été ratifié par 198 pays, ce qui en fait l'un des traités environnementaux les plus réussis et universellement adoptés. Quand on parle de succès, il faut bien se rendre compte que ce protocole a aujourd'hui permis d'éliminer plus de 99% de la consommation et de la production de la plupart des produits chimiques qui appauvrissent la couche d'ozone, selon l'OMM, l'Organisation météorologique mondiale. En fait, ce qui a notamment aidé, c'est que des alternatives aux CFC, bien qu'imparfaites, ont permis aux industriels de modifier assez rapidement leurs procédés de fabrication pour préserver la couche d'ozone. Même si les CFC sont désormais interdits, il faut savoir qu'ils ont une très longue durée de vie, entre 50 et 100 ans, et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas encore totalement disparu de la stratosphère pour le moment. En 2023, l'ONU avait déjà estimé que la couche d'ozone devrait retrouver ses valeurs de 1980, donc avant l'apparition du trou, d'ici environ 2066 au-dessus de l'Antarctique, 2045 au-dessus de l'Arctique et 2040 dans le reste du monde. Une estimation qui semble donc se confirmer puisque selon le dernier rapport de l'OMM sur le sujet publié mardi dernier, le trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique était plus petit en 2024 que ces dernières années. Selon l'OMM, le faible niveau d'appauvrissement de la couche d'ozone observé en 2024 est en partie dû à des facteurs atmosphériques naturels, notamment El Niño, qui ont favorisé la production d'ozone en 2024. Cependant, l'organisation a tenu à souligner que la tendance positive observée, non pas qu'en 2024 mais sur le long terme, reflète le succès de l'action internationale. Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a également souligné, je cite, que cette avancée nous rappelle que lorsque les nations tiennent compte des avertissements de la science, des progrès sont possibles. Mais alors, pourrions-nous imaginer de telles mesures pour limiter le réchauffement climatique aujourd'hui? Comme je le disais, les deux sujets ne sont malheureusement pas tant comparables en réalité. Les impacts, causes et solutions sont bien différents. D'un côté, pour la couche d'ozone, les CFC provenaient de secteurs industriels et d'un petit nombre de produits bien identifiés, ce qui a permis d'adopter des mesures spécifiques visant directement certains produits et donc de les interdire progressivement. De l'autre côté, le réchauffement climatique est principalement causé par les émissions massives de gaz à effet de serre, comme le CO2 et le méthane, qui sont eux issus non pas de certains produits spécifiques comme les CFC, mais bien de l'ensemble des activités humaines. Aujourd'hui, malgré l'utilisation de plus en plus importante des énergies renouvelables, donc par exemple le solaire ou encore l'éolien, le charbon et le pétrole, responsables du réchauffement climatique, restent les principales sources d'énergie utilisées dans le monde. Logiquement, ça rend la réduction des émissions de gaz à effet de serre bien plus complexe, car elle concerne tous les secteurs économiques et modes de vie. Les spécialistes comparent souvent les deux sujets en soulignant qu'avec le trou dans la couche d'ozone, il suffisait d'identifier un élément précis, les CFC, et de le restreindre pour obtenir des résultats visibles. Là où, pour limiter le réchauffement climatique, il faut revoir le système dans son ensemble. Alors pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire pour lutter contre le réchauffement climatique, bien au contraire, mais ça explique notamment pourquoi la lutte contre le changement climatique
climatique est un défi bien plus complexe qui nécessite des efforts plus larges qui devront potentiellement changer drastiquement notre mode de vie. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de changement climatique, les 27 pays de l'Union européenne ont validé ce jeudi une fourchette de baisse de leurs émissions comprise entre moins 66,25% et moins 72,5% par rapport à 1990 d'ici à 2035. L'objectif de cet accord, qui n'est pour le moment qu'une volonté affichée et pas un engagement ferme, c'est notamment en quelque sorte de ne pas arriver les mains vides lors de la COP30, la grande conférence de l'ONU sur le climat, qui démarrera le 10 novembre au Brésil. On suivra évidemment l'avancée de tout ça, je vous laisse avec Samy pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous, on commence avec cette actu en France. Les syndicats ont promis ce vendredi matin une nouvelle journée de mobilisation avec des grèves et manifestations si le Premier ministre Sébastien Lecornu, je cite, ne répond pas à leurs revendications d'ici au 24 septembre. Il réclame plusieurs mesures comme l'abandon de l'ensemble du projet de budget 2026 qui prévoit entre autres une année blanche en matière de dépenses publiques l'année prochaine. Concrètement, ça signifie que les prestations sociales comme les pensions de retraite ou l'allocation chômage pourraient être maintenues au niveau de 2025 sans augmentation et même en cas d'inflation, donc de hausse générale des prix. Il réclame aussi la suppression de la réforme de l'assurance chômage ou encore l'abandon du recul de l'âge à la retraite de 62 à 64 ans. Selon les autorités, plus de 500 000 personnes ont défilé ce jeudi 18 septembre dans les rues partout en France à l'appel des syndicats qui eux revendiquent au moins 1 million de manifestants. Deuxième actu, l'armée israélienne a affirmé qu'elle allait utiliser, je cite, une force sans précédent à Gazaville et a appelé la population à évacuer la zone et se diriger vers le sud de la bande de Gaza. Selon l'armée, environ 480 000 Palestiniens ont fui Gazaville vers le sud depuis la fin du mois d'août. L'armée israélienne affirme agir contre les combattants du Hamas. Au moins 33 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures selon le ministère de la Santé de l'enclave administré par le Hamas. A noter que ce jeudi soir, Emmanuel Macron a affirmé, je cite, qu'Israël était en train de détruire totalement sa crédibilité dans l'opinion publique mondiale en raison des victimes civiles à Gaza, dans une interview à la chaîne 12 sur la télévision israélienne. Le président français a aussi défendu sa décision de reconnaître un État palestinien à l'ONU la semaine prochaine, la meilleure manière d'isoler le Hamas selon lui. Il estime que c'est un processus censé déclencher, je cite, une série de nouveaux comportements et de nouveaux engagements. Troisième actu, la France a suspendu sa coopération dans la lutte contre le terrorisme avec le Mali, un pays d'Afrique de l'Ouest. En fait, la junte militaire qui est au pouvoir au Mali avait arrêté mi-août un agent diplomatique français, l'accusant d'espionnage pour le renseignement français et de tenter de déstabiliser le gouvernement malien. De son côté, la France dénonce des accusations fausses et demande la libération rapide de son ressortissant qui travaille à l'ambassade. Mais parallèlement à cette décision de suspendre la coopération antiterroriste, la France a aussi sommé 2 diplomates maliens de quitter le territoire français en réponse à cette arrestation en août au Mali. En réponse, les autorités maliennes ont cette fois-ci déclaré indésirables 5 membres de l'ambassade de France qui étaient eux déjà partis du Mali quelques jours plus tôt. En fait, depuis 2012, le Mali est confronté à des attaques de groupes affiliés à Al-Qaïda, à l'organisation État islamique et d'autres groupes armés. Et après 2 coups d'État en 2020 et 2021, la junte militaire au pouvoir s'est rapprochée de la Russie et s'appuie depuis sur des mercenaires russes pour combattre les djihadistes. Mais l'armée malienne et ses alliés russes sont accusés de violences contre des civils. Et malgré tout ça, une coopération entre les services maliens et français pour la lutte antiterroriste se poursuivait, ce qui n'est donc désormais plus le cas. Quatrième actu, aux États-Unis, Mahmoud Khalil, à la tête des manifestations pro-palestiniennes à l'université Columbia à New York, va devoir être expulsé vers l'Algérie ou la Syrie en raison d'une irrégularité dans sa demande de titre de séjour. C'est ce qu'a ordonné une juge américaine ce jeudi. En fait, Mahmoud Khalil est né en Syrie de parents palestiniens et il est titulaire d'une carte de résident américain. Il avait été arrêté le 8 mars à New York par la police fédérale des frontières, la ICE, et incarcéré dans l'état de la Louisiane. Il avait depuis été libéré le 21 juin, mais sa procédure d'expulsion était toujours en cours. Et donc la juge qui a pris cette décision, une juge de Louisiane, considère que les erreurs dans la demande de titre de séjour de Mahmoud Khalil ne sont pas de simples oublis ou maladresses, mais qu'il a volontairement donné des informations fausses ou trompeuses dans ses documents administratifs. Alors Mahmoud Khalil a réagi à cet ordre d'expulsion, déclarant, je cite, « Il n'est pas surprenant que l'administration Trump continue d'adopter des mesures de rétorsion à mon encontre parce que j'exerce ma liberté d'expression. » Le gouvernement américain l'avait notamment accusé d'être un soutien du Hamas. Cinquième actu, le couple présidentiel Emmanuel et Brigitte Macron va présenter des preuves scientifiques à la justice américaine sur le fait que Brigitte Macron est bel et bien une femme cisgenre. C'est ce qu'a annoncé leur avocat américain dans un podcast de la BBC ce jeudi. En fait, si vous n'aviez pas suivi, Emmanuel et Brigitte Macron ont engagé il y a 2 mois des poursuites en diffamation contre Candace Owens, une blogueuse américaine complotiste qui affirmait pendant la campagne présidentielle américaine que Brigitte Macron était un homme, relayant ainsi de nombreuses théories conspirationnistes. Et donc leur avocat a précisé qu'ils allaient, je cite, présenter des photographies et des preuves scientifiques
République à une juridiction américaine pour prouver que Madame Macron est bien une femme, avec notamment des témoignages d'experts, tout en précisant que c'était extrêmement révoltant de penser que vous devez vous soumettre à cela et présenter ce type de preuves. Parmi les documents, il pourrait notamment y avoir des photos de Brigitte Macron enceinte. Elle a d'ailleurs eu 3 enfants issus d'une première union. À noter qu'en France, Brigitte Macron tente actuellement de faire condamner par la justice 2 femmes qui ont propagé des rumeurs similaires, assurant qu'elle est née avec un sexe masculin. Et on termine avec cette actu météo. Un pic de chaleur remarquable touche actuellement la France et va se poursuivre ces prochains jours avec des températures pouvant aller jusqu'à 35 degrés Celsius dans le sud-ouest, ce qui est très rare pour un mois de septembre. Alors c'était surtout pour la journée de vendredi. Il a fait par exemple 32 degrés à Bordeaux, 29 degrés à Paris, 27 à Lille ou encore 28 degrés à Toulouse. En moyenne, il fait 5,2 degrés de plus que la moyenne des températures mesurées le 19 septembre entre 1971 et 2000. En tout cas, ces phénomènes de pic de chaleur sont de plus en plus fréquents en septembre sous l'effet du réchauffement climatique. Merci Samy pour ces actualités et merci à vous de suivre ce format. Je vous rappelle qu'il est disponible en version podcast sur toutes vos plateformes d'écoute. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à demain.